C'est bien parce que ça me donne le sourire. C'est chouette. C'est chouette. Je vais faire donc comme on a programmé. Et puis je commence. J'ai pas mis de rouge à lèvres. C'est pas grave. Ok. Beauté à toutes et à tous. Donc voilà, je vais continuer donc les vidéos que j'ai préparées. J'avais préparé 2 vidéos, je les ai pas faites. Mais je les avais préparées et voilà, dans la continuité de mes objectifs à moi qui sont de partager des informations qui sont utiles ou pas pour certains ou pas. Maintenant, voilà, j'aime bien chercher, j'aime bien partager ces contenus, même s'il n'y a pas forcément beaucoup d'auditeurs, c'est pas grave. Du moment s'il y a quelqu'un à qui l'information peut servir, tant mieux, dans ses propres recherches. Enfin, j'ai toujours vu les choses comme ça et je vais peut-être rester dans mon monde fantasmagorique parce que des fois c'est peut-être des fois plus fidèle à la réalité que finalement le monde. Soit, je ne veux pas me laisser imprégner de ces derniers jours ni de ces dernières semaines. Donc on va commencer. Donc j'avais préparé donc 2 vidéos que je n'ai pas faites parce que j'ai pas eu le temps de les préparer. Et donc du coup je vais les reprendre et je vais les regrouper. Donc ça fait un peu de tout, il y a de l'astrophysique, il y a mes recherches concernant donc l'égyptologie, la camitologie, on va employer les bons termes. Donc je suis pas allée au Louvre, mais je suis allée visiter les alentours du Louvre. J'ai commencé donc du coup à déchiffrer donc les médonnétaires. Je trouvais ça sympa, je trouve ça chouette, j'aime bien. Je trouve ça vraiment chouette. Non, c'est un truc de c'est un truc de petite fille. J'ai toujours été attirée par l'Égypte. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Et voilà, c'était un souhait de petite fille de comprendre la langue de ce peuple. Et je suis en train de le faire. Donc je suis en train de chiller vraiment tranquillement par rapport à ça. Ça me fait... je vous montre... j'ai déchiffré... Enfin, j'ai essayé... Ah oui, ça fait marrant. C'est comique parce que quand tu déchiffres du coup les médonnétaires, donc du coup tu prononces la phrase et tout, et puis je me suis dit, au moment où j'ai dit la phrase, je me suis dit putain, ça fait vraiment égyptien et tout. C'était comique, enfin j'avoue que j'apprécie. Donc j'ai commencé avec ça. Donc pour tous ceux qui savent et qui comprennent donc les médonnétaires, je crois que j'ai compris ce que ça voulait dire. Et du coup je comprends mieux le symbole parce que même si j'ai pas fait vérifier par quelqu'un qui maîtrisait les médonnétaires, pas encore en tout cas, il y a une logique en fait. Il y a une logique dans les symboles, dans ce qui est représenté, dans le message qui est transmis dans les médonnétaires, et donc par rapport au symbole principal. Et ça me semble même très cohérent. Et donc il y a un ensemble donc le terme. Je l'ai pas. J'ai pas le livre à côté de moi pour. C'est un ensemble de symboles qui vont représenter une idéologie, une idée. Et donc ici, il y a un symbole qui représente donc finalement... ça représente... Donc ça veut dire donc les... Donc le... Attendez. Je prends la peine de le faire. Bon, j'avais pas prévu de partager ça. Je sais même pas où j'ai mis mon livre sur les médonnétaires. Dis donc, il est où? Je sais pas. Voilà, j'ai commencé. Enfin, c'était pas prévu de partager ça parce que je suis en plein apprentissage. Et voilà, c'est des petits trucs. J'ai commencé à les dessus. J'ai trouvé ça super sympa. Et donc à un moment donné, il y a un ensemble
Il est où celui-là? Et j'ai commencé à déchiffrer aussi le calendrier. C'est ça. Par contre, c'est ça que je voulais parler. Pour l'astrophysique concernant le calendrier, Camille. Donc ici, ça veut dire... Donc c'est Néferti. Néferri. Et donc, qui voudrait dire... Donc ici, donc Néfer. Donc c'est le symbole avec le cœur suspendu d'une croix. Et donc, ça fait référence au... donc le père des hommes. Donc le beau, donc Ra représente, donc Ra et Roux l'Ancien représente le père des hommes. Et donc du coup tu te dis père des hommes, Dieu le Père. Et là tu comprends qu'il y a, tu dis mais attends, si il y a un petit plagiat de la religion quand même, un petit peu beaucoup quoi. Donc voilà. Voilà. Je vais pas rentrer dedans parce que je sais même pas si c'est bon ou pas, mais je suis dedans. Je trouve ça super sympa. Maintenant, je sais écrire la date en bidonnateur. Je trouve ça super sympa. Alors aujourd'hui, on est quel... Non, je vais pas rentrer là-dedans. J'ai pas mis charger mon PC. Je vais vite le mettre chargé, sinon ça va s'éteindre. Donc du coup, j'ai commencé à étudier, mais je suis pas le canevas que je m'étais donné. Donc on va commencer par l'introduction. Donc, la phrase d'introduction où j'introduis avec... je vais pas recommencer la vidéo, on va se calmer. Un peu trop emballé. Donc l'introduction. Donc voilà, ici on va commencer à rentrer dans l'introduction. Vous entendez la musique, c'est une musique qu'on met pour faire des soins en plus. En tout cas moi que j'utilise pour faire des soins. Cette musique est un peu soporifique. Elle a un peu un côté... Enfin voilà, je vous invite au voyage. Et donc la phrase introductive est: élever un homme, élever un garçon, c'est élever un homme. Élever une fille, c'est élever une nation. Peut-être. Donc j'ai commencé. Donc là maintenant, on est dans le sujet. Pourquoi cette phrase d'introduction? C'est un proverbe amérindien qui pour moi représente tout. Ça représente quelle est l'énergie potentielle du féminin et quelle est l'énergie potentielle du masculin. Je suis pas dans le féminisme, je suis pas dans l'afroféminisme, c'est une réalité. C'est la réalité. Élever un garçon, c'est élever un homme. Élever une fille, c'est élever une nation. Pourquoi? Parce que quand vous élevez une fille, c'est cette fille qui va devenir une femme, va devenir une mère, et elle va donner la direction à sa famille. Il y a une influenceuse sur TikTok qui reprend souvent cette phrase, et que je trouve extrêmement juste. C'est... élever un enfant, c'est élever une famille. Élever une famille, c'est élever un peuple. Et élever un peuple, c'est élever une nation. Donc là, en fait, elle décortique bien cette phrase. Mais ça revient, c'est exactement la même chose. C'est juste que là, on est un peu plus détaillé. Tu détailles pourquoi. Parce que quand tu élèves un enfant, tu élèves une famille. Tu vas donner les valeurs à cet enfant qui va construire la famille, qui va construire cet enfant. Et quand on observe finalement... ici, je suis en Occident, donc je vais parler de l'Occident. Vu qu'on a remis en question ma qualité éducationnelle parentale, je suis en droit de répliquer. Et ce que je vois, c'est pas Jojo. Quand je vois les adultes avec lesquels je suis obligée d'interagir, je me dis, mais vous avez été élevés où, les gars? C'est quoi les valeurs qu'on vous a données quand vous étiez gamin? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour qu'à un moment donné, ça va plus? Parce que les adultes que vous êtes là, c'est pas bon. Les adultes que vous êtes, les valeurs que vous représentez en tant qu'adulte, c'est pas bon. Comme j'ai dit une fois à une personne que j'ai bannie de ma vie, qui était devenue parent, si regarde la vidéo, parce qu'il y a surtout les gens que je n'apprécie pas et qui ne m'apprécient pas et qui regardent mes vidéos YouTube. Cherchez pourquoi. Pourquoi j'apprécie pas quelqu'un? Tu restes loin de moi, de mon environnement et de mon cerveau, de mes valeurs, tout. Mais ces gens-là, je ne sais pas pourquoi ils ont tendance à être collants. Et je lui ai dit, c'est bien, tu deviens parent maintenant, mais qu'est-ce que tu vas apprendre à ton gamin? Et là, il n'y a pas cette notion d'influence, ça a été un contact direct, donc j'ai pas dit ça en public, j'ai pas dit ça, je lui ai dit ça directement à cette personne.
Je lui dis, mais c'est bien, maintenant tu vas être parent, mais qu'est-ce que tu vas apprendre? Parce qu'il sait que je sais tout ce qu'il a été dans sa vie. Qu'est-ce que tu vas transmettre? Que ce soit sur le plan génétique. Ah ben oui, parce que chouchou, tout s'enregistre. Ou que ce soit en termes de valeur. Donc ça veut dire l'énergie que tu as défendue et représentée tout au long de ta vie. Voilà. C'est ça, hein. Et je suis contente que finalement j'entends d'autres personnes l'aborder et le dire, parce que à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Moi, je me rends compte que je suis une personne rare parce que je suis quelqu'un d'authentique. Et je ne savais pas, en devenant une femme, que l'authenticité allait vraiment être quelque chose que j'allais devoir défendre et représenter bec et ongle. Parce que c'est pas une valeur générale, que ce soit en Occident, enfin que ce soit finalement partout. C'est pas une valeur générale. Et la situation de l'Afrique le démontre. Oui, il y a des gens bien, il y a des gens qui militent, il y a des gens qui représentent bien ce que doivent représenter les valeurs africaines. Mais si l'Afrique est ce qu'il est, c'est parce qu'il y a beaucoup qui ne le représentent pas non plus. Et ça, je pense que c'est là... Enfin, soit. J'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. J'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Mais quand tu observes certaines personnes, tu te dis, mais c'est quoi ça? Dans quelle énergie ils ont été construits, ces êtres-là? C'est vraiment intriguant. Moi, ça m'intrigue. Et c'est un sujet que j'ai parlé quand j'ai échangé avec beaucoup d'influenceurs, beaucoup de militants. C'est cette notion même de ne jamais tenir compte, en fait, des valeurs morales de celui qui va représenter, de celui qui représente l'énergie malsaine. Parce qu'il n'y a pas c'est pas du manichéisme, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, tout dissocier, bien, pas bien. Il y a des choses qui sont distinctives. Quand tu vas mener une action, quand tu vas poser une action qui va être, que tu sais consciemment qui est préjudiciable, tu peux pas dire que tu fais le bien. Maintenant, là où l'univers a son pouvoir et finalement cette supériorité par rapport aux êtres vivants insignifiants qui vont prendre des positions qu'ils ne devraient pas prendre, c'est que une action mauvaise qui va être portée peut avoir de bons effets par après. Moi, j'ai vécu plein de trucs, plein de situations comme ça. C'est ce que j'expliquais dans plusieurs vidéos au début, que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. C'est que finalement, des choses négatives que j'avais vécues m'ont apporté ce petit plus, mais que je me rends compte que finalement, d'autres n'ont pas. Cette compréhension finalement que d'autres n'ont pas. Donc, est-ce que c'est un mal? Sur le moment, oui, parce qu'il faut quand même le condamner, mais sur le long terme, ça m'a apporté plus que de mal. Je prends un exemple. Donc finalement, donc j'ai une de mes sœurs adoptives qui m'a harcelée. Elle m'a harcelée pendant des années en utilisant finalement un stéréotype racial qui est basé sur les cheveux, donc le cheveu afro. Ça m'a donné, donc sur le moment, j'ai vécu un harcèlement pendant plusieurs années. On peut savoir et imaginer ce que ça peut avoir comme influence sur un individu adolescent, donc une adolescente prépubère et en puberté, l'impact que ça a, le harcèlement sur ce type d'individu qui est en construction. Mais sur le long terme, aujourd'hui, maintenant qu'on est des adultes, qu'on est des femmes, ben finalement, ça m'apporte le plus d'avoir profondément conscience du militantisme qui est fait sur le cheveu afro. Ah ouais, parce que je l'ai vécu de plein fouet, j'attends. Et donc moi aujourd'hui, montrer ma tête sans extension, sans tic, sans check, ça me pose aucun problème. Parce que c'est quelque chose que j'ai subi, c'est une énergie que j'ai subie. Donc je sais de quoi je parle. Si j'en parle, je sais de quoi je parle. Et donc je vais mettre en avant et je vais valoriser toutes les personnes qui vont militer pour l'intégrité et la souveraineté mentale de l'individu noir, de la communauté noire, à travers son cheveu afro. Bien sûr que je vais le soutenir. C'est pas juste une représentation, c'est pas juste une image. C'est une réalité. Et les gens, peut-être certains, ont tendance à oublier qu'il y a la réalité individuelle quand tu vis. Moi, ce que j'appelle être sur le terrain. C'est bien de dire on est en guerre, mais ouais, il y a plusieurs types de milieux quand on est en guerre. Il y a ceux qui se battent, il y a les soldats qui se battent sur le terrain.
Et il faut tenir compte de ça. Et j'ai l'impression qu'il y a certains, à travers les réseaux sociaux, perdent cette réalité-là. Je suis pas en train de cracher, je veux un soit, je m'en fous. Ça plaît pas. C'est pas mon souci, je me préoccupe pas de ça. Donc là ici, je reviens sur le sujet. Donc la part introductive. J'ai appris plein de trucs ces dernières semaines. Je sais même pas comment je vais les structurer pour pouvoir les partager. J'ai appris, mais il y a un truc qui m'a percuté concernant la mitochondrie, parce que je garde le même fil conducteur par rapport à mes recherches. Je sais qu'il y a d'autres choses à aborder concernant le militantisme pour le rétablissement des droits et de l'intégrité de l'individu noir dans la société mondiale. Mais moi, la part que j'ai prise au combat, c'est dans le sens donc il y a une part scientifique, il y a une part sociale, et puis il y a aussi une part qui est liée donc à l'univers créatif, donc de la création, donc du lien entre la création et l'homme à travers le monde artistique. Je suis une artiste, tout simplement. C'est tout. Et j'ai percuté un truc en préparant les vidéos. C'est que c'est une hypothèse. Donc en fait, je suis en train de relancer mes recherches. L'hypothèse en fait de la mitochondrie. En fait, la mitochondrie est la part immortelle de l'individu. Alors on parle souvent d'une parcelle divine, du divin dans chaque être vivant, etc. Et même non vivant, parce que moi je considère que tout ce qui va être construction de pierre, etc., c'est vivant. Et la définition même du vivant, c'est tout ce qui est en mouvement. Donc à partir du moment où il y a un mouvement sur un être qui n'est pas biologique, c'est un être vivant pour moi. Donc les pierres précieuses sont des êtres vivants, puisqu'elles sont en mouvement. C'est pas parce que le mouvement tu le vois pas qu'il n'a pas lieu, puisque justement si c'est une pierre précieuse, c'est parce qu'il y a eu un mouvement d'électrons qui vont lui donner une certaine forme, et donc une certaine forme d'énergie potentielle. Cette énergie potentielle là, elle est quantifiable par rapport justement à sa forme. Et là je renvoie à toutes les vidéos concernant le réseau de Bravais, parce que ça explique ça. Il y a une énergie qui va être quantifiable, et cette énergie quantifiable va donner des résultats. Vous le savez, à travers tout le monde numérique. Tout ce qui va être création d'appareils numériques est basé sur ces lois-là. Ce sont des lois. Et ce sont même les lois introductives à la physique quantique. donc qui agit sur tout ce qui est vivant, non vivant. Et j'ai soit. Je vais pas essayer de tout mélanger, mais donc, du coup, je pars du principe que la mitochondrie, en fait, est potentiellement cette part. Parce que tu dis, finalement, la mitochondrie, elle n'est pas dans... La mitochondrie n'est pas dans les pierres précieuses, mais si. Et c'est pour ça que ça devient intéressant d'étudier la physique des plasmas. Parce que la physique des plasmas sont des lois physiques qui interagissent donc avec des applications mathématiques pour construire la matière. Et lorsque un cristal, enfin pas forcément un cristal, mais un assemblage, par exemple, je sais pas, je vais prendre ici, là il y a une vidéo donc, qui parle du lapis lazuli, pierre précieuse très mis en avant dans le royaume Kemet. Mais le lapis lazuli a une application sur le monde physique. Et donc du coup, moi je la lis et finalement c'est pas que moi, c'est aussi les anciens Égyptiens, puisqu'ils vont associer le lapis lazuli, cette pierre, au monde métaphysique, donc au monde des esprits, au monde du non visible, puisque ils vont s'orner des bijoux, des parures de cette pierre-là lors du passage du monde au monde des morts. Je vais vous montrer une vidéo là. Toi aussi, je veux dire, vous la montrer en fait. Et donc en fait, la mitochondrie, elle a cette espèce d'effet de chaleur, et la chaleur va émettre un rayonnement, donc un rayonnement, je sais pas, le terme n'est peut-être pas bon, un rayonnement de fréquences qui vont là du coup sont appelés des infrarouges, et les infrarouges permettent d'avoir un contrôle à distance. Quand vous fabriquez une télécommande, j'avais donné l'exemple de la télécommande pour montrer vraiment, cibler que c'est quelque chose
qui peut avoir une action sur quelque chose, sur un autre corps à distance. Vous avez votre télécommande et votre télévision, vous contrôlez la télévision à travers la télécommande qui va émettre de l'infrarouge, qui n'est pas visible pourtant, mais qui est d'application. Et donc la mitochondrie va avoir cet effet-là. Et c'est comme ça qu'elle va dupliquer l'ADN nucléaire avec l'ADN ribosomique et l'ADN nucléaire. Mais donc il y a parce que la chaleur va donner un code, et ce code va mettre une certaine ordre dans la plus petite des matières. Donc que ce soit les électrons ou les atomes ou les molécules. Et c'est observable, et j'ai mis des vidéos qui parlent donc des propriétés de l'eau. Ben, l'eau, quand il est sous sa forme plasmique, va créer justement ce qu'ils appellent la zone d'exclusion. Mais je trouve ça débile d'appeler ça comme ça. Moi, j'aime pas ce terme. Le terme, je préférais plutôt parler d'une magnétisation de l'eau, de la molécule d'eau. Et ça va créer donc une zone où il va y avoir les particules lourdes, et une autre, donc une zone qui peut être considérée comme un espèce de chemin qui va conduire l'électricité, parce que cette zone-là, elle est constituée de je crois que c'est d'atomes, je crois que c'est de l'électron, je crois que c'est des électrons qui sont, enfin soit, peu importe, mais il y aura une zone plus, une zone moins, et donc à la surface de l'eau, et donc cette répartition atomique de charge, parce que là à ce moment-là on parle de charge partielle, va permettre de créer un chemin, et de ce chemin-là des choses peuvent se circuler, et c'est en milieu aqueux, donc dans un liquide. Et donc il y a une vidéo donc sur sur le monde quantique qui parle que l'hélium va avoir dans un certain état, je crois qu'il est proche du zéro absolu. Donc du coup, va avoir cette réaction de liquide où elle ne répond plus aux lois physiques. Et donc, elles peuvent traverser la matière, comme les électrons traversent la matière dans le monde quantique. Et pour moi, ces lois sont bien représentées par... ces lois sont représentées par... dans les médounétaires égyptiens. Ça fait référence, je sais que je l'ai téléchargé ce truc, je vais vite vous la montrer, puis je vous montrerai la petite vidéo. Là ici on utilise, donc ils vont utiliser une paire de lapis lazuli, allez voir le site TikTok de la personne en question. Je trouve qu'elle fait des vidéos trop intéressantes. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup le contenu. Je me permets de partager cette vidéo, mais bon, soit. L'objectif, c'est vraiment de partager, c'est pas de spolier comment on appelle ça, ces expériences scientifiques. Parce que je trouve que ça doit être compris, et parce que j'ai vu une vidéo aussi récemment d'une dame qui parlait du symbole de l'encre. Et puis après, tu te dis, mais c'est... Bon, il y a des choses qui sont vraies, mais j'ai beaucoup de conneries, je suis désolée. J'ai pas téléchargé le... Donc en fait, c'est parce qu'il y a un papyrus où on voit donc la vache à tort qui est dans un champ, qui est protégée par la déesse hippopotame. Et donc en fait, pour moi, ça fait référence à ça. Parce que quand on parle du monde quantique, on parle de cette référence-là. On parle du champ quantique d'Hathor. Parce que c'est elle qui protège les vivants et les morts. Et le monde quantique, le monde de la métaphysique quantique, reprend le monde des vivants et le monde des morts. Parce que le monde des vivants est soumis, avant toute chose, avant même les lois physiques, aux lois quantiques. Lois quantiques qui ne sont pas encore établies par le monde scientifique aujourd'hui. Et c'est pour ça que je comprends, parce que ça fait un petit moment que j'observe le monde scientifique occidental, et en fait, le monde scientifique occidental valide une loi à partir du moment où ils en prennent le contrôle. Et c'est lié vraiment à la personnalité sociétale de cette société occidentale, qui est basée sur le contrôle. Ce qui leur échappe leur fait peur. L'univers noir leur fait peur. Parce qu'en plus de ça, plus on fait de recherches au niveau archéologique, et puis on se rend compte que l'homme noir a des capacités, les ancêtres noirs ont eu des capacités, ont apporté tout ce qui constitue notre quotidien aujourd'hui, qu'aujourd'hui encore la science
occidentale ne maîtrise pas. Donc ils ont besoin de contrôle pour pouvoir avoir, au lieu d'avoir le contrôle sur ces réalités scientifiques qu'ils n'ont pas encore, ils préfèrent avoir le contrôle sur les descendants de ces populations-là. De cette manière, ils savent qu'ils ne pourront pas les concurrencer. Parce que, je ne sais plus c'était de qui, de occidental, qui disait que, qui devait, un raciste qui racontait ça pendant la période du racisme scientifique, qui disait qu'un peuple, soit tu es dominant, soit tu es dominé, quoi. C'est l'idéologie centrale, soit tu es dominant, soit tu es dominé. Ils se sentent en danger face à un peuple auquel ils... Enfin, soit. C'est pas le thème de mon sujet, je suis pas là pour parler de géopolitique, ni même des idéologies sociétales, mais j'ai trouvé ça vraiment... je vais brancher avant. Je vais brancher mon PC, j'avais préparé le truc. Et donc, voilà. Donc, je vais vous montrer la vidéo sur la lapis lazuli. Je vous avoue que je suis un peu brouillon, donc je suis en mode freestyle, parce que justement, le rappel donc, de la physique quantique me rappelle que toute l'énergie est dans le présent. L'énergie du présent, il faut arriver à concevoir c'est une réalité scientifique, mais qui n'est pas encore maîtrisée, encore heureux, où il y a une énergie dans le potentiel présent qui... En fait, il y a plein de trucs que j'ai compris, mais j'arrive pas à l'expliquer. Et je sais que l'idéologie des médounétaires et des représentations papyrus, représentations murales des temples représentent ce que il y a des intuitions comme ça, il y a des trucs. Et que du coup, en réfléchissant et en voyant des papyrus, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Et je sais que c'est ça. Et je vais vous montrer un truc, vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Donc, vous allez peut-être couper, je vais peut-être devoir couper le son de la vidéo ici. Là. Allez, tais-toi. Je peux pas... Ok, parce que sinon la vidéo risquerait d'être bloquée, parce que j'ai pas les droits d'auteur pour cette vidéo, pour cette musique-là, donc on va éviter les conneries. Soit, donc je vous montre la vidéo. Si j'ai coupé le son. Donc ici, c'est une pierre de lapis lazuli. Donc ça, c'est une pierre qui est mise dans un liquide métallique. Donc je sais pas c'est quoi le liquide métallique. Allez voir sur sa page, c'est une page TikTok. Et donc il a mis une pierre, donc un lapis lazuli. Et attends. Donc, vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Donc comment? Voilà. Est-ce que vous voyez les formes que ça fait? Ça, c'est ce qu'on appelle donc dans les lives que les fétiches de guerre ont mis sur l'égyptologie révélée, etc., le plagiat que les religions ont fait sur la philosophie et les représentations scientifiques prises comme spiritualité des peuples égyptiens, enfin du peuple égyptien, ça représente ça en fait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que les formes que ça a créées. Donc le gars, il n'a rien touché. Il a juste plongé une pierre de lapis lazuli. À savoir que la pierre lapis lazuli a une représentation dans le système de cristallin et dans le réseau de Bravais comme étant cubique. Donc sa forme cubique mise dans un liquide métallique. Donc il faut que je vois au niveau des équations. Les équations chimiques. Donc ces représentations, c'est MO, donc il y a de l'oxygène. Je ne sais pas si on peut considérer. On va dire un milieu aqueux. Il faut que je revoie mon cours de chimie. Je ne vais pas dire de bêtises. Du coup, cette pierre va donner la structure, va donner la référence structurelle que doit avoir ce liquide métallique. Et donc, va servir, parce que c'est un milieu qui est chauffé. Donc, il va y avoir de la chaleur, dégagement de la chaleur. La chaleur va émettre un rayonnement. Ce rayonnement, ça va être appelé donc l'énergie de... Comment on appelle ça? Je viens de le dire. Infrarouge. La chaleur crée de l'infrarouge. Et cet infrarouge-là va donner une structure à l'atome. Et à l'entité qui va être mise dans son milieu.
Et donc, regardez bien la représentation que ça donne. Et quand vous observez ça, je vais faire un arrêt. Voilà. Si vous voyez bien, je ne sais pas si je peux agrandir. On peut agrandir ou pas? Non, je ne sais pas agrandir. Donc, vous avez ici donc, le carré, la forme cubique, avec un autre petit cube à l'intérieur. Ça vous fait penser à rien? Le trône que prend les divinités ou les pharaons représentés en Égypte, c'est ça. Hein? Et ça représente juste le monde quantique. Et c'est exactement l'information que j'ai compris à travers des mathématiques. Parce que pour pouvoir réaliser ce genre de calcul, vous devez faire des équations. Les équations, quand je parle d'équations paramétriques pour pouvoir maîtriser donc la physique des plasmas, c'est ça. C'est des calculs qui vont pouvoir permettre de prévoir. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est quelque chose qui est contrôlé. Et à partir du moment où c'est contrôlé, c'est validé par le monde scientifique occidental. Tu peux le contrôler, donc tu peux manipuler comme tu en as envie. Et à ce moment-là, si tu l'utilises pour le bien, tant mieux. Mais si tu l'utilises pour le mal, tant pis aussi. Et c'est dans ce sens-là que je comprends que voilà, tous les savoirs ne peuvent pas atterrir dans toutes les mains. Parce que c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui est neutre. Mais la façon dont on va l'utiliser va être bénéfique ou pas. Ça implique plein de réalités. Ça implique la réalité que tu peux modifier et structurer l'énergie, donc la structure, parce que l'énergie se dégage d'une structure. Quand on parle du réseau de Bravais, du système cubique, il y en a, je ne sais plus combien, il y en a 8 ou 10, une petite dizaine, et ensuite vous avez une septantaine de représentations, parce que en fait la plus petite unité, donc on va prendre ici l'exemple de la pierre de lapis-lazuli, est un cube. La molécule qui va constituer le lapis-lazuli est un cube, et en fait elle peut être elle va se créer par rapport au fait que il va y avoir comme une espèce de bulle, il va y avoir une espèce de dôme qui représente en fait l'énergie du plasma. Et dans ce dôme-là, il va y avoir contact entre une autre structure. Parce qu'il faut comprendre qu'une pierre ne se crée jamais toute seule. Elle est toujours par rapport à un contact, à une énergie voisine. Moi aussi, j'ai mon petit jardin ici avec mes 5-6 plantes. J'ai un petit bonsaï comme ça. J'ai un petit ficus bonsaï. Et logiquement, ce petit ficus, il est censé rester petit. Mais là, j'ai mon ficus, il est en train de grimper. C'est une dinguerie. Pourquoi? Parce que j'ai un ficus, mais c'est un ficus, mais pas un ficus bonsaï. C'est c'est une plante de caoutchouc. Donc elle est super grande, elle est monstrueuse, elle est trop canon ma plante. Je vous la montre pas parce que sinon du coup il y a des gens qui pourront faire du repérage. Mais vu qu'elle est juste à côté, j'ai mon ficus bonsaï qui est en train de grimper. Comme si le fait d'avoir quelque chose à ses côtés, qui est de cette hauteur-là, le ficus aura tendance à prendre cette hauteur-là comme référence. Et la création de pierres précieuses fonctionne aussi sous ce principe-là. Vous avez une pierre précieuse qui va avoir une structure atomique d'une certaine manière, une autre pierre atomique qui va avoir une structure d'une certaine manière, un effet de pression qui va servir de plasma, donc un peu comme une espèce de berceau, et la chaleur et l'énergie d'infrarouge va permettre de restructurer, de donner une ligne directrice à comment les atomes doivent se positionner. Et de cette position-là va être créé ce type de forme. Alors, en gros, il y a même finalement, tu as même le logo Givenchy là. Et je crois que c'est Givenchy, je ne sais même plus dire parce que j'ai complètement décroché les marques de luxe. Mais ce sont des symboles qu'ils ont repris en Afrique. Il y a des peuples du Cameroun qui ont ce type de symbole. C'est pas un symbole inventé. Et c'est ça qui a une grosse différence avec la religion. C'est pas des trucs qui sont inventés. C'est des trucs qui sont représentés dans la nature. Sauf que quand toi, tu as la pierre, le lapis-lazuli, dans ta main, tu vois pas cette structure-là. Mais c'est cette structure-là qui a construit cette pierre-là. C'est comme vous avez la cellule. Vous en avez des milliards dans votre corps d'être humain. Mais elles ont un code, qui est votre code génétique, et qui donc, du coup, va lui donner une fonction et une structure bien précise. Si c'est des cellules épithéliales, elles vont créer...
Épithéliale, c'est la peau, ça, je sais plus. Enfin, soit, je suis pas là-dedans. Mais vous avez compris la logique. Eh bien, les pierres précieuses fonctionnent de la même manière. Elles ont une structure de base, un code de base, et selon ce code de base qui va émettre une énergie dans un certain milieu, va donner une duplex. En fait, ce sont des fractales, mais là, ici, on va vers l'infiniment grand. Vous avez donc la pierre lapis lazuli. Donc, en plus, c'est bien parce qu'il est représenté sous forme carrée. Donc, de sa structure de base, qui est cubique. Et donc, là, ici, donc, dans un liquide, va donner vers l'infiniment grand. Et donc, vous avez, du coup, cette représentation-là. Mais cette représentation-là va représenter la plus petite entité de ce corps, qui est cubique. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut étudier le réseau de Bravais. Le système de Bravais, le réseau de Bravais et toutes ces composantes, parce que nos ancêtres, les traditionalistes, maîtrisaient ça. Là où aujourd'hui, la science occidentale a besoin de laboratoires pour le faire. Nos anciens le faisaient naturellement. Et donc, du coup, là ici, par rapport à l'Égypte, le système d'Égypte égyptien, ça fait référence à ça. Regardez tous les médounétaires où il est représenté, parce que ça représente le trône. C'est un trône, hein. Ça représente le trône. Et ce trône-là, c'est par rapport à l'autre vidéo que j'avais vue de la meuf, là, une dame asiatique, comme ça, qui parlait donc du symbole de l'Ankh, ici. Et elle disait que c'était... Tu sais, c'est la pire dinguerie qu'elle a dit dans sa vidéo, c'est qu'elle dit que l'Ankh ne représente à aucune chose qui appartient au monde du réel. Mais attends, en plus, t'es une femme. T'es une femme, donc tu comprends. En fait, j'ai l'impression que la meuf, elle a récité un texte qu'on l'avait mâché. Fin de l'histoire. Parce que si tu prends le temps de réfléchir 2 secondes, ben finalement, l'encre représente à la structure physiologique du corps féminin. C'est pour ça que l'encre, dans les sociétés africaines, après Antiquité, va être représentée sous la forme d'un individu, d'une femme généralement. Tu vois, qu'on appelle ici, là, c'est la déesse Aquaba. Tu vois. Donc si ça représente quelque chose, ça représente l'énergie féminine. Voilà pourquoi j'insiste depuis plus de 10 ans sur l'énergie du féminin. Parce que c'est... Que ça plaise pas à la gente masculine, c'est plus mon problème aujourd'hui. Mais franchement, aujourd'hui, là, je m'en suis vraiment affranchie. Parce que ça, là, montre que c'est ce que je dis depuis des années et que j'essaye d'expliquer à travers mes vidéos YouTube. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le trône, c'est... Dans le monde d'égyptologie, ça représente Isis Hathor. Elle est le trône. Elle représente le trône. C'est la raison pour laquelle on voit Horus sur les bras de sa mère, qui l'allaite, qui est l'énergie du lien. L'énergie qui lie. Et il y a l'aspect physique, mais aussi l'aspect métaphysique, qui est exprimé dans cette expérience scientifique. Parce que là, c'est de la métaphysique. Et en plus, vous avez toutes ces stries. Regardez comment est représenté le trône. Par exemple, vous avez plein de représentations où vous allez voir Osiré sur ce trône. Représentant le dieu mais finalement du monde de l'au-delà, qui est le monde invisible. T'as vu ? Finalement, il n'y a peut-être rien de mystique dedans. Il représente le monde métaphysique, mais qui est régi sous des lois. Parce que les lois du trône, et c'est pas n'importe quel trône, c'est cette énergie-là. Voilà pourquoi Hathor est représenté sous forme cubique. Et voilà pourquoi les scribes et les architectes avant, donc je crois que c'est la période avant Imhotep, vont être représentés sous forme cubique. Maintenant, il faut que j'arrive à déchiffrer. Et heureusement que j'ai été faire mes petites visites. Ah, que je commence à c'est pour ça que je déchiffre les médounétaires. Parce que du coup, il faut que je lise ce qui est inscrit sur ces cubes. L'homme architecte, je ne sais plus le nom de l'architecte, le deuxième architecte le plus célèbre de l'égyptologie, enfin vous m'avez comprise, après Imhotep, donc c'est Menou, qui est l'architecte donc de la reine Hatshepsut, et il va être représenté sous forme cubique, donc c'est comme s'il était à l'intérieur d'un cube, et vous avez un espèce de serpent qui sort avec donc une espèce de colonne vertébrale. Vous avez déjà vu un serpent avec une colonne vertébrale, vous ? Les serpents n'ont pas de colonne vertébrale. Alors pourquoi quand ils représentent ça sous cette forme-là, avec un cobra avec une colonne vertébrale ? Parce qu'en fait, c'est pas n'importe quel cobra.
C'est le cobra Wadjet qui sort du front, là, du troisième œil. C'est pas rien non plus, parce que c'est à cet endroit-là où vous avez votre système nerveux qui va régir tous les systèmes endocriniens de votre corps. C'est vraiment la tour de contrôle. C'est le trône. Et votre système nerveux, il fonctionne avec quoi? Vos mitochondries. T'as vu? C'est tout. Il y a vraiment beaucoup à dire. Franchement, j'adore. Allez voir sa face. Attends, c'est comment? C'est Bismuth. BISMUTH 1, 2, 3. Sur TikTok. Ces vidéos sont excellentes. Parce qu'il vous montre différents. Parce que là, je prends le lapis lazuli parce que c'est en corrélation avec le style de vidéo, donc sur l'égyptologie. Mais toutes les pierres précieuses sont formées comme ça. Et je m'en suis rendu compte quand je suis allée au musée Tervuren. Parce que forcément, eux, ils sont au courant de ça depuis fort longtemps. Parce que tout est bien répertorié, hein, les gars. Et du coup, en voyant les pierres, je comprends, en fait, parce que par exemple, vous avez l'espèce de quartz rose, mais qui va venir d'une autre pierre, mais dans un certain conditionnement, dans un certain milieu, qui part d'une autre pierre, mais qui va être verte, qui va être je sais plus quoi. Vous voyez, c'est comme une espèce de continuité, une continuité. En fait, c'est un couple d'une entité énergétique structurée d'une certaine manière au niveau atomique qui va donner naissance à une autre structure. Donc en gros, vous n'avez pas de pierre précieuse sans une autre pierre précieuse comment on dit? Avant quoi? Oh, on se calme. Enfin, soit. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc, c'est pas pour rien que je dis ça. Donc ici, il y a une autre page. Donc c'est sur Insta. Je viens de découvrir TikTok. Donc il y a Pionnier, Voyageur. Et qui dit, donc il parle des rayons cosmiques. Et donc les rayons cosmiques, ils disent qu'ils traversent l'espace à des vitesses insensées. Donc qui sont plus rapides que la vitesse de la lumière. Parce qu'on est dans le monde quantique. Et c'est pour ça que cette notion de référence il y a plein de vidéos que j'ai mis sur l'astrophysique, il faut vraiment les écouter attentivement ce qu'ils disent, parce que ils expliquent, en fait, ils avouent que le monde intellectuel, scientifique, occidental concernant la physique, l'astrophysique, etc., est un monde qui a un petit peu triché depuis quelques siècles, et qui là, en fait, ils se retrouvent face à une impasse intellectuelle, et ils ont plein de jeunes étudiants, de jeunes diplômés qui aimeraient développés et qui sont dans cet imaginaire que représente le monde scientifique occidental, parce qu'ils ont grandi, ils ont été biberonnés dans cette suprématie intellectuelle. Et puis en fait, quand tu te retrouves vraiment dans le système scientifique, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de supercheries. Mais c'est trop tard, parce que tu as été initié quelque part, donc tu as informé de certaines notions, de certaines lois. Du coup, ça t'amène à certaines réflexions qui ne peuvent pas être développées. Parce que sinon, tu remets en question certaines lois scientifiques occidentales. Et remettre en question des lois, c'est relancer les calculs. Et ça te dit quelque chose aussi. Ça dit que, bon, en gros, t'as plagié, chaton. Hein? Moi, si, par exemple, je vole quelque chose, et que j'ai dit que c'est moi qui l'ai créé, ben, il y a plutôt intérêt à ce que personne touche à ce que j'ai créé. Parce que si la loi que j'ai tirée par rapport à un plagiat que j'ai fait, ben, forcément, tout ce qui pourrait en découler d'à côté pour pouvoir faire évoluer, parce que le monde scientifique, c'est quelque chose qui évolue, tu peux pas. C'est pour ça que tu sais déjà d'entrée qu'il y a un plagiat qui a été fait, parce que le monde scientifique n'est pas figé. Est-ce que l'univers est figé? Est-ce que l'univers est figé? Donc les lois ne peuvent pas l'être non plus. Les théorèmes ne peuvent pas l'être non plus. Ils doivent évoluer. Le problème, et moi ça c'était ma première question quand j'ai préparé mon TFE, c'était de me dire pourquoi le monde n'évolue plus, pourquoi l'homme ne crée plus. C'est une des premières... Bon, je vous ai déjà dit, mes cours ont disparu. Mais c'était une vraie question. Et maintenant j'ai trouvé la réponse en fait. C'est parce que tout est plagié, chouchou. Et donc je vais revenir à ça, donc, par rapport aux rayons cosmiques. Donc certains frapplateurs, donc il y a des rayons cosmiques tout le temps, parce que les rayons cosmiques c'est quoi? C'est la lumière que va émettre une étoile. Mais donc elle va émettre son rayonnement,
Mais donc, elle va percuter tout ce qui va passer sur ce rayonnement-là. Et pourquoi je parle de ça maintenant? Parce qu'il est question ici de parler du calendrier kamite. Parce que le calendrier kamite, c'est construit sur cette base-là. L'observation des étoiles. J'ai mis une vidéo d'une meuf qui préparait donc son doctorat en astronomie, qui avait pour thème de faire une corrélation entre les temples qui sont créés en Égypte et le lever et le coucher des étoiles qui, des fois, y sont associés. C'est une réalité. Et donc, la meuf, elle est vraiment dans une démarche sincère, puisqu'elle le fait pour avoir son doctorat. Donc, forcément, les informations qu'elle va donner seront justes. Et moi, du coup, ça m'a percuté, parce que je me dis, quand je vois tout ce qu'elle a dû mettre en place pour pouvoir créer une vision d'ensemble de comment les temples sont créés par rapport au lever iliaque de certaines étoiles, etc., qui sont représentés. Il y a le temple de Dantera, le temple de Dantera, il a été créé par Ramsès II, de base. Et lui, il l'a fait par rapport au lever iliaque du calendrier kamite. Calendrier kamite qui est 6262 aujourd'hui. On est en 6262. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 6262 ans que c'est effectif. Mais donc la préparation de ce calendrier, et elle prend les références. Les outils scientifiques qu'elle va utiliser pour le faire. Donc là, l'occurrence mathématique. Et moi, je reprends cette même approche pour pouvoir vraiment situer. Et donc c'est pour ça que là ici, ces derniers jours, j'ai été observer les étoiles au lever du soleil. Il y a des trucs, il y a des notions que j'ai compris, que je ferai peut-être une vidéo juste pour ça, parce que là, voilà, je vais faire un condensé, parce que sinon je vais prendre 5 heures pour expliquer ce que je dois expliquer, qui pourrait prendre que 2 heures. Et donc du coup, les rayons cosmiques, c'est cette référence au monde quantique. Ça veut dire que la lumière, en plus, j'ai l'impression d'avoir traversé un cycle par rapport à mes recherches. J'ai commencé mes recherches en 2011 avec ça. Je disais qu'Einstein était mon pote, mais en fait, Einstein est un putain de charlatan. C'est du copier-coller qu'il a fait, hein, je vous garantis. J'ai commencé avec ça, avec cette référence du monde quantique. Je ne connaissais pas le terme à l'époque, mais qui disait que quand vous observez une étoile, c'était comment le principe? Mais en fait, la lumière que vous voyez de l'étoile, c'est une lumière qui est déjà éteinte. Et il faut comprendre les notions de nova et de supernova pour comprendre ça. Et finalement, le lever iliaque d'une étoile, c'est sur cette base-là. Et puis après, donc j'ai trouvé un site qui parlait donc de la loi de Kepler, puisque pour pouvoir, et la fille le dit dans sa représentation, donc de doctorat, elle le précise concernant, elle utilise les lois de Kepler pour pouvoir évaluer comment les Égyptiens ont pu observer les étoiles, parce qu'il y a toute une structure qui doit être appliquée pour pouvoir noter tel jour telle étoile se lève, tel jour telle étoile, telle heure, et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui toutes les heures observaient les étoiles, toutes les heures, toutes les demi-heures, toutes les 10 minutes, et notaient ce qu'ils observaient. Et pour pouvoir voir une étoile, ce qui explique la loi de Kepler, tu es obligé d'avoir certaines notions physiques et mathématiques. Parce que la loi de Kepler, c'est par rapport à deux corps qui sont en mouvement. Ou un corps est en mouvement et l'autre corps est en mouvement. Et selon le mouvement de l'un ou de l'autre ou des deux en même temps, il va y avoir une certaine longueur d'onde. Longueur d'onde qui peut être soit sonore, c'est l'exemple qu'on donne pour que les gens intègrent cette loi de Kepler. Vous avez sûrement entendu avec l'ambulance qui passe. Au début, elle est grave, elle devient aiguë quand elle se rapproche, et puis elle redevient grave quand elle s'éloigne. Cette loi-là, elle est autant... Là, c'est au niveau matière, puisque le son est véhiculé à travers l'air, donc une substance matérielle. Mais il y a aussi le rayonnement cosmique, qui est fait pas de matière, mais qui est fait de longueur d'onde lumineuse. Et donc, ils expliquaient, je vais mettre en barre d'infos donc l'expérience qui disait que quand elle s'éloigne, elle devient rouge, et quand elle se rapproche, elle devient bleue. Sirius, qui est l'étoile référente pour la création du calendrier kamite, est une géante bleue. On appelle ça géante bleue ou blanche, je sais plus. Enfin, soit. Mais donc, elles sont deux. Et en fait, et là, il y a une pièce qui est tombée, je me suis dit, ok, il y a un truc qui va pas. Une nova, quand elle explose, parce qu'une réaction de nova, ça veut dire quand elle explose,
Donc il y a deux réactions quand une étoile explose. Soit elle devient une nova, soit elle devient une supernova. Il y en a peut-être une ou deux en plus, mais c'est celles-là qui sont vraiment les plus importantes parce que c'est celles qui sont les plus répandues dans l'espace. Et donc quand c'est une réaction de nova, l'étoile ne disparaît pas entièrement, elle redevient et donc se restructure en une espèce de naine blanche. Voilà pourquoi on dit que Sirius a ces deux étoiles. Une géante bleue, blanche, je ne sais plus, et une naine blanche. Et là tu te dis, attends. Donc ça veut dire qu'en même temps, vous voyez deux états d'une même chose. Parce que la nova, c'est une étoile qui a explosé, donc elle n'est plus. Mais pourtant, vous la voyez toujours, puisque le Véliac de l'étoile Sirius marque le calendrier kamite. Est-ce que vous avez capté le truc? C'est une dinguerie. Mais on voit la géante, on voit la naine blanche, c'est-à-dire ce que l'étoile est devenue après l'explosion. Sirius A, Sirius B, c'est ça. Donc c'est l'étoile qui a explosé. Pourquoi on sait qu'elle a explosé? C'est parce qu'elle émet un rayonnement d'après la loi de Kepler. T'as capté? Donc moi je me suis dit, j'ai rigolé, hein, mais ça m'a fracassé la tête quand j'ai compris cette logique. Je me suis dit, attends. Donc ça veut dire qu'il y a genre peut-être 100 000 ans d'ici, les gens sont allés trouver Monsieur Kepler, là, qui est des années 1800, lui demander de créer une loi pour pouvoir, eux, faire leurs calculs, pour pouvoir créer un calendrier plus tard, enfin plus tôt, qui va leur servir de référence à eux plus tard, avec le calendrier grégorien. Et là, tu comprends qu'il y a un truc qui va pas. Et la vidéo sur l'astrophysicien qui avoue que l'élite intellectuelle scientifique ne veut pas revenir sur ces lois-là. Parce que si tu es obligé de revenir sur les lois, dès que tu changes une donnée d'une formule, tu es obligé de tout revoir. En science c'est ça, tu es obligé de tout revoir, tout réévaluer, tout réexpérimenter. C'est une dinguerie, la révolution que ce serait. Ils peuvent pas. Et donc, du coup, ils financent pas. Donc, toi, tu vas avoir ton diplôme d'astrophysicienne, tu vas avoir ton doctorat de physicienne, mais tu pourras rien en faire. Tu vas avoir un doctorat de mathématicienne, mais tu vas rien en faire. Parce qu'ils veulent pas revenir sur ces lois-là. Parce que, ça reconnaîtrait qu'ils ont raconté des conneries pendant des siècles, au moins 2 siècles, à ce sujet-là. Et surtout, ils ont créé le racisme scientifique. Ils ont massacré des millions de personnes à travers le monde au nom de cette prétendue supériorité intellectuelle, qui est un putain de plagiat. Et si, comme le gars l'a dit, depuis les années 60, ils stagnent au niveau... Alors, ils vont développer des choses qui sont déjà préexistantes, mais au niveau avancé technologique, scientifique, ils n'ont plus rien. Peut-être parce qu'ils se sont inspirés des papyrus. Parce que toutes ces notions-là qu'ils donnent, ça existe déjà. Je vous montre l'expérience ici concernant... donc là, ça c'est une démonstration des lois du réseau de Bravais. Mais la structure que ça a créée, c'est quelque chose qui est partout dans l'égyptologie et dans les médounétaires et des représentations des divinités médounétaires. Donc ça veut dire que c'est pas vous qui l'avez inventé, c'est pas vous qui l'avez découvert, puisqu'il y a plus de 6000 ans d'ici, les gens le dessinaient déjà. J'ai vu ici une représentation, j'ai pas pris la vidéo, une représentation en fait de la loi mathématique du nombre phi. Non, c'est ça? Ouais, du nombre... non, il y a pi, oui, c'est pas pi, non, c'est phi. Et sans cette référence-là, tu ne crées aucune pyramide, chatin. Donc ça veut dire que ceux qui ont construit des pyramides avaient cette référence-là. Puisque comment on appelle ça? Cette formule mathématique est représentée, je sais, sur le plateau de Gizeh des pyramides de Gizeh. Et quand tu dessines avec cette loi-là, vous avez la fameuse fleur de vie. Ça dessine la fleur de vie. Ça dessine la structure que la nature représente à travers, par exemple, la représentation du tournesol. En fait, c'est le nombre d'or. Oui, ça fait référence à ça. Le phi, la loi mathématique phi, est une référence au nombre d'or. C'est pour ça que tu ne peux pas construire des pyramides si tu ne connais pas ça. Ça représente une fleur. Quand vous prenez le compas, là, que vous faites plein de cercles, là, comme ça,
C'est ce qui représente. Et quand tu représentes ça à l'infini, hein, vous savez ce que ça représente? Un cercle blanc. C'est une dinguerie. Et là, ça fait réfléchir un peu. Et ça, surtout, dans le premier cycle, va représenter donc un cercle, mais qui n'est pas fermé. Et là, tu comprends d'où vient le symbole du Ouroboros? Enfin, c'est dingue. Enfin, soit. Donc, la référence par rapport à ces lois physiques, mathématiques, c'était par rapport au calendrier kamite. Donc, je suis en train d'expérimenter. Et même moi, je me rends compte, finalement, il y a des trucs que j'observe, des trucs que j'observe pas. Là, forcément, quand il y a eu le lever iliaque, le soleil, l'étoile s'est levée avant le soleil. Déjà, ici, avec toute la pollution environnementale et atmosphérique, forcément, on voit moins avec la luminosité des lampes et tout, quand tu es en ville, tu vois beaucoup moins. Mais donc, du coup, ça veut dire qu'à partir du nouveau cycle, en fait, l'étoile va se lever de plus en plus tôt par rapport au soleil. Et donc, à un moment donné, elle sera visible. Et du coup, c'est ça que je comprends que dans les Dogons, ils expliquent que l'étoile était visible pendant un certain laps de temps. Et en fait, c'est à partir du lever iliaque. C'est logique. Parce que je l'ai vu. À un moment donné, elle se lève genre quelques minutes avant. Mais forcément, les rayonnements du soleil, tu les vois avant que le soleil se lève. Donc en fait, il faut trouver le laps de temps où le lever de l'étoile Sirius se lève avant que les rayonnements du soleil arrivent. Et donc du coup, tu peux distinctement voir l'étoile. Et pendant cette période-là, vous avez des rayons cosmiques. Que vous les sentez, que vous les sentez pas. De toute façon, même si on ne voit pas l'étoile, les rayons cosmiques sont quand même là, puisque vous avez toute la magnétosphère qui va absorber donc ces rayonnements cosmiques à travers ses pôles. Donc ça veut dire que la Terre va être imprégnée de cette énergie et tous ces êtres vivants aussi. Donc que tu y crois, que tu y crois pas, que tu sois attentif ou pas, ça va avoir un impact sur toi. Et comme il le précise, les rayons cosmiques ont une influence sur ton ADN. Et donc du coup aussi la loi de Kepler apprend quelque chose, c'est que Sirius est en mouvement, donc ça veut dire qu'elle a un système. Si elle a un système, ça veut dire qu'elle a des planètes telluriques. Les Dogons disent que Sirius, qui viennent de Sirius, mais peut-être qu'il y a un raccourci qui est fait qui devrait peut-être pas. Ils viennent du système stellaire Sirius. Donc ils viennent d'une planète tellurique du système de Sirius. Et là, ça devient logique. Et c'est pour ça que j'avais tilté sur le fait que la mitochondrie est une entité immortelle. Parce qu'effectivement, donc ils ont trouvé son ancêtre avant la symbiose avec des entités biologiques terrestres, donc dans la zone de l'Antarctique, ou la zone arctique, je ne sais plus, un des deux, ou qui sont des stations scientifiques internationales qui font des recherches. Mais ils ne vont pas vous communiquer ce qu'ils trouvent là-bas. Et donc ça veut dire que c'est une entité qui ne vient pas de la Terre. La mitochondrie est un organisme cellulaire qui ne vient pas de la Terre, mais qui a créé ce qu'on appelle en sciences biologiques une symbiose, c'est-à-dire où elle va venir amplifier le vivant. Et elle, du coup, elle peut être active. Donc, parce que la mitochondrie, en dehors d'un organisme vivant, ne vit pas. Et c'est pour ça que ça m'a fait tilter au côté immortel de cet organisme cellulaire, parce que c'est comme une graine. La graine, vous pouvez la garder 50 ans dans votre poche, 50 ans dans une armoire. Je crois que c'est le professeur Calabon Moutonné qui en avait parlé. 50 ans dans une armoire, elle ne va pas bouger. Vous allez la replanter en terre, une plante va en sortir. Ça fonctionne exactement comme une mitochondrie. Donc la mitochondrie peut ne pas exister sur le plan biologique, donc évoluer pendant un certain laps de temps, peut-être le temps de passer d'un système stellaire à un autre, et puis ensuite reprendre son cours d'évolution à travers le vivant, à travers une planète tellurique qui se trouve dans une zone habitable d'un système stellaire, et elle reprend sa croissance telle qu'elle était. Et je vous ai dit quoi concernant la mitochondrie? Elle enregistre tout. Elle est le témoin de votre entité.
Elle enregistre tout. Et c'est un organisme, un organite cellulaire qui se transmet de la mère à l'enfant. En enregistrant tout ce que le vivant, donc féminin, vit, et jusqu'à enregistrer le codage génétique nucléaire. Sans le codage nucléaire, en fait, la vie vivait avec un codage génétique. En fait, je pense, ça c'est théorique, j'ai pas vérifié, mais je pense que la mitochondrie est venue créer ce qu'on appelle les individus, donc eucaryotes. Avant, la vie était prokaryote, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de noyau ou qu'il n'y avait pas de... Voilà, c'était un peu comme les virus, un peu comme ça, mais donc un système simple qui ne permettait pas à la vie de se complexifier, donc de croître et donc de grandir, et donc de devenir plus fort, plus résistant et une vie plus longue. Ce qui fait l'être humain aujourd'hui, ce qui fait l'être vivant, ce qui fait les plantes, etc., c'est que ce sont des êtres complexes. Et cette complexité vient de la mitochondrie. Donc c'est comme une mémoire intemporelle qui peut structurer le vivant en lui apportant des informations qu'on ne peut pas définir d'où, ni de quand, ni à partir de quand. Et là, du coup, le monde métaphysique des populations traditionnalistes devient très intéressant. Là où le monde scientifique est stoppé, et là, j'ai envie de te dire, je crois qu'ils regrettent d'avoir brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Parce qu'ils n'ont plus ces informations, enfin, du moins, plus autant, parce que nos ancêtres avaient des milliers d'années d'observation. C'est pas anodin quand tu es un scientifique. Tu as plein de références. Tu gagnes du temps parce qu'il y a des trucs que tu sais, tu dis je vais aller par là, tu lis des documents qui te disent non, faut pas y aller, on a essayé, ça va marcher. Ok, mais tu vas ailleurs. Le monde scientifique occidental est là. Ils peuvent pas aller plus loin que ça. Pour ça. Parce que c'est un peu du plagiat. Et finalement, la loi de Kepler, c'est une monstruosité. Parce que c'est ce qui est mis dans la tête de tous les jeunes de 17-18 ans pour avoir leur équivalence pour pouvoir faire l'université. Donc c'est une information que tout le monde a. C'est comme j'ai vu une vidéo récemment qui parlait de la mitochondrie et qui parlait qu'ils avaient réussi à constituer des individus comme ça qui se retrouvent avec 3 ADN. Ça date pas d'hier, ils font ça depuis les années 70. Mais ils en parlent seulement maintenant parce qu'ils savent qu'il y a de plus en plus de gens qui sont informés. La mitochondrie, c'est pas une petite chose. Justement pour ça, c'est pas une petite chose. Alors ils disent oui, mais la mitochondrie, c'est tellement rien que tu arrives à faire en sorte que des femmes qui ne savent pas avoir d'enfants aient des enfants. Le problème, c'est qu'ils ont cet individu qui est créé va avoir 2 ADN mitochondriales. Et l'ADN mitochondrial qu'ils utilisent pour faire ça, c'est l'ADN mitochondrial négroïde, les gars. Ouais, c'est une petite chose, comme dirait ce médecin universitaire. C'est monstrueux. Donc finalement, ils le reconnaissent sans vraiment le reconnaître. Je mettrai la vidéo en barre d'infos aussi. J'avais pas publié la vidéo sur mes playlists parce que je me suis dit, c'est trop gros. C'est trop gros. En plus, ils ont sorti la vidéo, genre quelques jours après que j'avais sorti la vidéo, qui parlait justement de ça. De l'importance de la mitochondrie pour la reproduction de l'homme. C'est juste ça, quoi. Et la mitochondrie est justement cette spécificité. C'est qu'elle est intemporelle. Ils peuvent pas définir l'âge qu'elle a. Ils peuvent définir l'âge à partir de quand elle a atterri sur la Terre. Ils peuvent pas dire d'où elle vient et depuis quand elle existe. Ils peuvent pas. Pour une entité si petite et si insignifiante. T'as vu ? Soit. C'est le monde scientifique occidental. Faut pas chercher plus loin, j'ai arrêté. Soit. Donc, je vais reprendre mon canevas parce que ça fait déjà 1 heure. Donc voilà, j'explique pourquoi. Parce qu'en plus de ça, comme je voulais... mais c'est une dinguerie, chouchou. Je vous jure que c'est une dinguerie. Parce qu'ici, là, je vous ai montré le médiunétaire. Les médiunétaires que j'ai cherché là. Donc c'est le truc qui dit... Donc c'est ce médiunétaire-là. Donc ça veut dire Néfer. Ça, les 2 plumes, là, ça veut dire l'homme. Ça, c'est l'action qui dit R. Donc R. Et le cobra, je sais plus ce que ça veut dire. Le cobra, ça symbolise quoi ? Le cobra... C'est F. R. Donc du coup, tu as FR. Donc Néfer. Et donc ici, donc ça va surtout représenter l'homme. Donc,
le père des hommes. Et donc la représentation, c'est ça. Donc et lui, ça c'est la représentation de Hérou l'Ancien. C'est Hérou l'Ancien. Tête de faucon avec le disque solaire sur la tête. Et c'est pour ça peut-être même qu'il est le même représentant. Mais ici, il porte des ailes qui sont même souvent représentées les ailes de Isis Hathor et donc de la Mat. Donc il représente l'équilibre. Et vous voyez ces représentations-là, là, c'est pas rien, chouchou. Hein, c'est le triangle. Donc cette notion qui dit que finalement la structure de la forme qui est représentée donc par la beauté, hein, je ne sais plus c'est quel symbole ici, mais c'est justement ce symbole-là qui veut dire le beau, quoi. Donc l'énergie, et c'est pour ça que je dis l'énergie d'Isis Hathor, parce que ce sont les couleurs d'Hathor, les ailes d'Hathor. Hérou, donc Hathor, c'est la maison d'Hérou. T'as capté? Donc il y a du travail, j'avoue pas que c'est parfait, mais je commence à comprendre des trucs. Et donc cette représentation-là, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, la mitochondrie a cette structure-là. T'as capté? Les 3 triangles. Et en plus, c'est pas anodin, hein, parce que vous avez ici les 2 miroirs d'Hathor. Ça représente le miroir d'Hathor. Et quand cette partie-là est allongée, ça devient une cartouche dans laquelle on note le nom d'un individu. Avec la notion de nom, la notion de nom, en dehors de la structure occidentale, qui est une possession. Vous nommez quelque chose pour en prendre possession. Je pense que je ne vais pas expliquer aux gens, hein, je vais juste donner un exemple, la haute volta. T'as capté? La notion de nomination est une façon de prendre possession. Ici, on n'est pas dans ce cadre-là, c'est une énergie qui est totalement inverse. On nomme pour reconnaître, pour faire exister. C'est ce que représente une cartouche. On nomme, c'est la cartouche, donc ici, vous allez avoir un tombeau, et on va y mettre une cartouche. On va mettre le nom du défunt, pour lui donner une existence après sa mort. Donc il rentre dans le monde des immortels, puisqu'il est nommé. Et ça, c'est le symbole d'Hathor, qui représente représentation cubique avec le soleil. Et c'est pas rien que c'est représenté en rouge. C'est pas pour rien que c'est représenté en rouge. Hathor est souvent représenté avec une robe rouge. Isis peut être représenté aussi avec une robe rouge. Pourquoi? Ça représente l'énergie infrarouge. Parce que l'énergie infrarouge est l'énergie du plasma. Maintenant, je peux aller encore assez loin. Il faut que j'aille plus loin dans le plasma. Mais je pense qu'il faut que je prenne confiance en moi. Et en fait, je dois revoir toutes mes bases en mathématiques. C'est pour ça que c'est un peu compliqué à faire. Et ça prend beaucoup d'énergie. Faire des équations paramétriques. Genre faire des intégrales, faire des équations trigonométriques. Et là, c'est pas anodin. Ça prend beaucoup d'énergie. Je vais le faire. Je prends le temps. Et en plus, j'ai pas nommé, mais il y a 2 encres. Enfin, il y a 2 encres ici, là. Donc, une cellule mère donne 2 cellules filles. Qui est la base de la biologie. Donc, je pense que je me rapproche à peu près de ce que ça veut représenter. Et donc, ici, je reprends. Parce que je vais parler un peu de sociologie. On va parler un peu de sociologie. Donc, il n'y avait pas que ça. Mais là, ici, sur la mitochondrie, je vais les réexpliquer encore d'une autre manière, peut-être plus tard. Mais ça se tient. Hein. Et donc, c'est lié à l'astrophysique. C'est pas anodin. Donc, ça que je vous ai dit. Donc, la représentation donc, de ce symbole-là, qui représente Hérou l'Ancien, qui représente Amon. Enfin, je sais peut-être pas dans cet aspect-là. Parce que là, c'est Hérou l'Ancien, donc c'est Ra. En fait, ça représente Ra, donc qui est le créateur, tout simplement. Mais le créateur qui est soumis à des lois, qui sont des lois d'une entité féminine. C'est Hathor, c'est Maat, les ailes, et c'est aussi Isis, dans le sens où Hérou est son fils. Donc on parle d'une lignée matrilinéaire. Et on parle d'un être masculin, mais qui est divin, qui est beau. Néfer, c'est ça, c'est le beau. Donc le beau dans le sens noble, c'est le cas de le dire, puisque les rois et pharaons sont des descendants d'Hérou. Et ils sont beaux, dans le sens beau, noble. Voilà pourquoi le miroir. Est-ce que les contes ont repris, hein? Le miroir, là.
Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Ça parle de ça. Hein. On ne parle pas d'une beauté matérielle. Ça englobe la beauté matérielle, mais c'est pas ça le plus important. C'est la beauté de l'âme. Tout simplement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont très beaux ici. Je trouve pas. Il y en a, hein, je dis pas. Mais les gens sont pas très beaux ici. Soit. Donc j'ai expliqué. Donc ici on va partir. Donc j'ai commencé, j'ai parlé des Médonnétaires. Donc là où j'en suis au niveau des Médonnétaires. Donc je suis partie à Paris. J'ai pas pu aller au Louvre parce qu'il y avait trop de touristes et qu'il faut faire des réservations à l'avance. J'ai été prise de court, donc ça m'a pas. Mais je suis allée visiter la Concorde quand même. J'ai fait 2-3 trucs et je suis tombée sur une pépite. Je me suis dit mais c'est pas possible. Je viens au Louvre. Combien de fois je suis allée au Louvre là ces derniers mois? Et je suis passée à côté, je l'ai pas vu. C'est quoi ça? Donc finalement le fait de pas avoir pu rentrer au Louvre m'a mis dans une énergie d'observation de ce qu'il y avait autour et j'ai trouvé un truc qui se trouve entre les jardins qui se trouvent à côté du Louvre et le Louvre et mais c'est quoi ça? J'ai posté une vidéo et j'ai mis aucun commentaire, je me suis dit je ferai les commentaires plus tard et je suis tombée sur maman, je trouve ça impressionnant en fait parce que c'est tellement évident en fait que on est dans un plagiat des structures donc du monde parce que on parle des Indes françaises aussi hein. L'Inde a été envahie par la France, donc ils ont récupéré ces notions des peuples dravidiens. Et un truc qui m'a interpellée quand j'ai vu ça, parce que j'ai agrandi l'image, à l'intérieur donc du temple, allez voir la vidéo, je n'ai pas commencé à montrer toutes les photos parce que j'ai fait une vidéo récapitulative. À un moment donné, à l'intérieur de l'arc, donc vous avez ce bâtiment avec 3 portes montré qui n'est pas anodin parce que je pense même que cette référence structurelle est reprise dans les comment ça s'appelle les trucs là où les Arabes vont prier là. Enfin, soit j'ai même oublié le nom du bazar tellement ça me je trouve ça dingue. Alors j'ai essayé mais je suis sûre que ça on la voit pas dans la vidéo. Regardez ici là, c'est quoi ça? Mais ça va aller. Alors ici vous avez donc un carré, t'as vu? On est toujours dans le même thème, hein, les gars. Vous avez un espèce de carré, vous avez plein de fleurs. Ici, je crois qu'il y en a 9. Il faut compter, mais donc c'est encore cette référence au carré et au cube. C'est pas anodin, on parle de l'entité d'Hathor. Et donc ici, on voit une espèce de femme. Alors, je vais expliquer puis je vous montre. On voit une femme qui porte un espèce de feuille, donc qui fait référence donc peut-être au monde végétal. Donc une entité qui reprend la femme, on ne parle pas de l'homme, hein, la femme et le monde végétal, puisqu'elle porte une espèce de plante à ses côtés. Il y a plein de boucliers, des casques. Et ici, on voit une espèce d'individu. Donc en fait, on voit un costume de guerrier avec des lances, etc. Mais il n'y a personne dedans encore. Ça parle de la mitochondrie, les gars. On parle d'une entité qui va créer et complexifier le vivant, le rendant plus fort, pour vivre plus longtemps, donc pour une prospérité. Et cette femme tend le bras pour pouvoir, un peu comme les Égyptiens qui vont tendre l'ankh. Là, ici, on voit, je sais pas, ça représente peut-être même une pomme de pin, je sais pas, un truc comme ça. Mais ce qui m'a interpellée, c'est qu'il y a cette notion, cette entité guerrière. Parce qu'en plus de ça, le petit bâtiment, ce petit pont là comme ça, tu dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Vous allez avoir 2 statues de femmes guerrières. Donc en réalité, il y a 3 femmes qui vont représenter. Donc vous avez 2 femmes guerrières devant, qui représentent en fait la déesse, comment on l'appelle, Athéna. Parce que ce sont les symboles de la déesse Athéna, avec le bouclier, l'épée, les ailes, des ailes, comme si elle représentait la Maat, donc l'énergie guerrière, mais de l'équilibre. Et puis, à l'intérieur, qui est caché, vous avez cette représentation-là. Donc, ce fameux triangle que je viens de vous montrer, qui représente l'énergie féminine, mais qui a aussi cette polarité masculine. C'est ce que représente la mitochondrie. La mitochondrie, c'est une énergie féminine qui se transmet de mère à enfant. J'ai presque plus de batterie, donc je dois faire une pause.
de la mère à l'enfant, mais qui a ce potentiel de créer un masculin, et ce masculin n'est pas n'importe lequel, c'est le masculin divin qui est représenté par Héru. Celui qui vient ramener l'ordre. Et c'est un guerrier, Satan. Et je suis désolée, mais enfin, n'importe qui pourrait l'expliquer, parce que c'est évident. Et ce qui m'a interpellée, c'est que vous avez des temples. Alors, ce qui est intéressant aussi, hein, on voit l'image ici avec le Louvre. Voilà, donc je vous montre. Quand vous êtes en face de la porte principale, vous voyez ça à travers cette porte. Vous avez la pyramide du Louvre et le grand bâtiment là qui entoure le Louvre à côté. Vous savez bien que les pyramides du Louvre sont mises dans des espèces de bassins où à certaines périodes vous avez, faut pas que ça coupe, vous avez des espèces d'eau et de petites fontaines là comme ça qui font des jets, etc. C'est pas anodin. C'est comme les temples donc du coup qui se trouvent en Inde que j'ai montré dans la vidéo. Et en fait, des temples aussi. Donc, je vais vous montrer. Donc, il y a cette représentation-là. Donc, on voit pas bien. Hein. On ne voit pas bien du tout sur celle-là. Donc, j'avais dit que je ne parlerais pas des temples tant que j'avais pas plus d'informations. Mais ici, vous voyez. Donc, vous avez cette structure cubique avec des espèces de colonnes. Les colonnes qui sont représentées par un éléphant. L'éléphant, c'est pas anodin. L'éléphant, en fait, qui a été repris par les sociétés blanches indiennes, mais l'éléphant, donc la société matriarcale dravidienne, représente une énergie féminine, puisque les structures sociales de l'éléphant sont matriarcales. Tout simplement. Matriarcales. Et donc ici, vous avez cette structure-là, et donc vous avez vu la représentation donc, du cube qui a été représenté quand une pierre de lapis-lazuli est trempée dans un liquide métallique. Vous avez ces restructures-là qui sont des cubes. Qui sont des cubes, qui sont des cubes, qui sont des cubes, qui sont des cubes, qui sont des cubes. Et dans ce cube, vous avez... On voit pas bien. Mais allez voir. C'est un temple qui se trouve... ce sont des temples dravidiens en Inde. Vous cherchez. C'est des temples qui se trouvent tout dans le sud de l'Inde. Donc, peu importe, parce que j'en ai vu plein. Et vous avez des espèces de bassins sur les côtés. Et quand il pleut, il y a... remplissage d'eau, mais c'est aussi un symbole parce que quand vous avez les rayons cosmiques sont vus aussi comme un espèce de liquide, c'est la montée du Nil symbolique, mais là sur le plan astrophysique, et là on parle pas d'une eau physique, on parle d'une eau métaphysique, et là il faut comprendre ce que représente la physique quantique. Ça se tient, tu peux pas dissocier tout ça. Et donc vous avez donc voilà, ces représentations-là. Donc, vous avez donc ce fameux... qui représente un peu le nœud d'Isis, hein, pour moi, voilà. Et donc, ici, vous avez ces fameuses représentations cubiques. Ici, je crois c'est 8, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, 8 qui représente l'infini, en fait. L'énergie de l'infini. Parce que tout l'univers est régi sous ses lois. En fait, là, c'est comme ça, en fait, mes prières avaient été exaucées, parce que c'est vraiment ça. Et je vous jure, ça fait plus de 10 ans. Et là, j'ai l'impression d'avoir atteint un cycle dans mes recherches, puisque j'ai commencé mes recherches vraiment de manière intellectuelle et structurée à partir de ça. L'observation des étoiles. Dinguerie. Et donc, voilà. Donc, la deuxième partie de la vidéo, on va parler ici. Il faut que je revienne. Parce que j'ai pas envie de couper la vidéo pour rien. Donc on va reprendre. Donc j'ai pas montré mais donc il y a plein de médonnétaires sur la Concorde, et en fait je vais les déchiffrer puis je reviendrai. Donc je vais parler de ça. Et donc ensuite donc l'obélix de la Concorde, donc les jardins, l'arc. Et aussi la notion d'arc est important. Donc graines végétales, j'en ai parlé. Donc même les photos, donc voilà, cette notion, cette référence par rapport aux anciens temples d'Égypte, j'en ai parlé. Donc les temples dravidiens, j'en ai parlé. Et donc là, c'est ça. Donc les temples. Ah oui, et donc du coup, là on est parti en Asie, on est parti en Afrique, on est en Europe, et ici on va faire un tour en Amérique, parce que les temples d'Amérique fonctionnent de la même manière et ont les mêmes structures. Et là j'ai un livre, donc j'ai mon livre, mon fameux livre, et donc je vais vous montrer ces symboles.
dans l'autre vidéo. Et donc, du coup, je vais montrer les corrélations parce qu'en fait, le temple d'Andera fait référence, en fait, parce qu'en observant aujourd'hui, donc le lever iliaque de l'étoile Sirius, ben, je me rends compte en fait que le soleil se lève dans la constellation du Lion. Et là, je commence à comprendre. En fait, c'est plus qu'un... En fait, avant d'avoir découvert le calendrier à travers les levées et couchers héliaques de certaines étoiles, ils ont construit ce qu'on appelle aujourd'hui l'horloge. Et les signes astrologiques servaient de référence au niveau de l'heure et du temps. C'était pas des prédictions de je ne sais quoi. Je prédis qu'il va être 4 heures dans 10 minutes. T'as vu? Non, ça n'a rien à voir. Et là, tu te rends compte à quel point c'est bidon parce que les constellations servaient de référence temporelle uniquement. Et donc, du coup, quand l'autre vidéo, quand j'ai montré le temple, il y a un temple, donc je sais plus où, qui se trouve sur le même alignement d'un temple que Ramsès II a construit, ça parle juste de ça. Parce que du coup, tu vois la colonne. Tu sais que quand il y a un lever d'une étoile qui se situe juste au-dessus de cette colonne-là, tu sais quel jour on est. Et c'est comme ça qu'ils ont construit le calendrier. Et dans les Amériques, c'est pareil. Ils ont fait ça sur les 3 continents. À quel moment tu dis ces peuples étaient... Comment il dit? C'est comment le terme? Incivilisés? Bêtes? Non développés? Et faut arrêter ça. Non, franchement, faut arrêter ça. En plus, vous vous rappelez des équations trigonométriques, les intégrales, etc. Comment tu peux construire un calendrier sans ces notions-là? T'es obligé. Et ça, même moi là, je les ai étudiés, j'ai passé mes examens, j'ai réussi. Je vais devoir me les réimprégner et je sais que ça va me prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Parce qu'en plus de ça, ça sert de référence pour la construction au niveau de l'archéologie, au niveau de l'architecture. Je l'ai dit brièvement, mais c'est ça, hein, la représentation cubique des architectes des anciennes dynasties, royautés. Voilà pourquoi ils la représentent en cube. C'est pour ça qu'il faut que je déchiffre ce qu'ils ont écrit dessus. Enfin, soit. On revient, on va parler donc de ces temples-là. Parce que du coup, je vais atterrir sur cette notion de syncrétisme qui a été construit à travers la religion et expliquer en fait c'est quoi ce goulage. Comment on appelle ça? Une espèce de marionnette, donc il y a une espèce d'agglomération de ces notions scientifiques ancestrales, de ces cultures, donc ces notions scientifiques culturelles ancestrales qui s'est mélangée à la religion pour pouvoir survivre à la colonisation qui n'a pas été anodine. Donc ici on va parler de la Santa Muerte, qui en fait est un peu effrayante quand on ne connaît pas, mais quand on comprend les symboles et quand on comprend l'histoire, quand on remet le contexte, il n'y a rien de mauvais dedans. Pourtant, la Santa Muerte a une très mauvaise réputation. Et j'ai discuté avec des gens pour pouvoir avoir les opinions que je vais exposer. Donc c'est pas moi qui sors ça de mon chapeau. Voilà. J'ai fini cette première partie, on va passer à la deuxième partie. En fait, j'ai suivi, donc ça veut dire que je comprends bien, je suis bien dedans. Sans regarder, j'ai bien suivi le truc, parce qu'on va reparler d'astrophysique, etc., 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 etc. Et puis après, on passera à la conclusion. Parce que il faut que je reprenne les tableaux des deux vidéos que j'avais préparées. Non, mais ça va. À tout de suite.